Voilà, ça y est, nous y sommes. Voilà. Enchantée, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, après ce vaste sujet du métaverse, revenons à aujourd'hui, et même un peu quand même à demain, avec une table ronde qui s'intitule « Le rôle de l'influence dans le e-commerce, dans le commerce de demain ». Alors, qu'est-ce qu'une tendance majeure et comment peut-elle impacter une autre tendance majeure? C'est un vaste sujet, puisqu'on parle quand même de deux grands phénomènes du marketing actuel. Mais j'ai un plateau de choix pour y répondre, puisque nous traiterons de ces imbrications de tendances avec Élise Ducret, Chief Marketing and Digital Officer pour L'Oréal, Florence Trouche, France Business Director pour Meta, Leslie Serrero, directrice générale pour Fendi France et Monaco, et Arnaud Cabanis, Managing Director Global Business et Solutions France et Belgique pour TikTok. Bonjour à tous les quatre. Alors on va commencer le sujet à la base et à la genèse pour comprendre aujourd'hui le poids de l'influence et les mécaniques de l'essor qu'elle a connu. Je voudrais qu'on revienne sur le phénomène d'accélération digitale qui a poussé cette influence à prendre du poids. Je m'adresse à Florence qui a quelques chiffres intéressants à nous donner. J'espère que je ne serai pas là uniquement pour les chiffres, mais effectivement, j'en ai pas mal. Puisque ce qu'on regarde côté méta, on passe comme toutes les plateformes notre temps à regarder ce qui se passe, puisque ce sont les usages des consommateurs qui modifient nos plateformes, la façon qu'on a de travailler. Donc on est vraiment drivé par ce qui s'y passe. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, Élise, qui est CDO, est très très forte. J'ai la chance de travailler avec elle. Mais il y a eu un CDO encore plus fort, Élise, je dois te le dire, c'est le Covid. Donc, c'est sûr que sur les derniers 18 mois, nous, ce qu'on a vu en termes d'usage, c'est plus de 60% des gens qui, en Europe, ont changé leur mode de consommation, leurs habitudes et leurs usages, alors particulièrement sur l'e-commerce. Donc, vous devez tous le vivre si vous êtes représentant d'entreprise du retail. On a eu l'e-commerce qui, entre le premier trimestre 20 et le premier trimestre 21, a bondi de 30%. Si je fais un focus sur les réseaux sociaux et le rôle des réseaux sociaux qu'Arnaud et moi nous représentons aujourd'hui, il y a eu une accélération de 60% du temps passé sur les plateformes. On passe environ 2h15 en France sur les réseaux sociaux. Et Deloitte a fait une étude, puisque Deloitte mesure, vous aide, vous, marketeurs et CEO, vous aide à comprendre comment toucher vos consommateurs. Les réseaux sociaux aujourd'hui, dans le monde et également en France, c'est la première source de découverte des marques pour n'importe quel type de consommateur et pas uniquement pour les plus jeunes. Donc 47% en fait des gens vont trouver et rencontrer une marque pour la première fois sur un réseau social, donc sur un téléphone mobile. Vous vous rappelez, mobile, c'est dans ce sens, hein, c'est pas dans ce sens-là pour la création de vos contenus. Donc 47%, la télé c'est 45%, le search après 30%, et puis ensuite tous les autres médias, y compris en fait des médias très beaux et très traditionnels comme la presse, qui ne sont aujourd'hui que des médias maintenant de complément. Donc c'est des changements de consommation de médias, mais qui impactent fortement et logiquement la façon qu'on a tous de faire du commerce, et je crois que c'est le gros sujet. Et nos usages et nos comportements. Voilà. Alors Arnaud, vous êtes finalement un témoin, voire un exemple direct de cette accélération digitale, puisque vous êtes directeur général de TikTok France. Et TikTok France, il y a un avant et après Covid. Alors oui, en effet, c'était une année de démocratisation pour l'application. L'application, elle s'est fait connaître par les 13-17 ans. Et c'est vrai qu'en 2019, c'était eux qui portaient principalement cette tendance TikTok et un peu ce nouveau berceau de communication où on trouvait finalement des choses qu'on n'avait jamais vues ailleurs, notamment des créateurs qui sont un petit peu nés également avec cette génération TikTok qu'on appelle chez nous la Gen T. Donc aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, on a plus d'1 milliard d'utilisateurs, 1,1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Le temps passé aujourd'hui, je pense que Florence l'a très bien décrit, pour nous c'est à peu près 1h30 de temps passé par jour. Et du coup, un enjeu de diversification très fort pour faire que chacun y trouve son compte. Aujourd'hui, la stratégie, on va dire, pendant la période de Covid, qui a été évidemment très malheureuse, c'était de faire que TikTok devienne une application pour tous, avec du contenu qui soit finalement pertinent pour chacun d'entre vous. L'expérience, c'est une expérience qui est un petit peu unique. Vous ouvrez sur ce flux vidéo et vous découvrez des nouveaux contenus via le média vidéo.
Du coup, ce que disait Florence est tout à fait juste et je la rejoins. Aujourd'hui, 90% des contenus découvertes qu'on va retrouver sur le mobile sont des contenus vidéo. Le short format, donc ces formats très courts de vidéos qui vont jusqu'à 15 secondes, c'est devenu le nouveau média de communication sur ces plateformes. Alors, je voulais reprendre un dernier chiffre. On parle beaucoup, c'est vrai, de l'Est à l'Ouest. Vous le savez, la Chine est très en avance sur tous ces sujets du e-commerce. TikTok fait partie d'un groupe chinois, donc on a quelques datas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le temps passé par jour sur ces vidéos e-commerce, c'est à peu près 900 millions d'utilisateurs chinois qui se connectent tous les jours par jour et qui passent en moyenne 2 heures sur des live streams de e-commerce ou on va dire sur des formats e-commerce au sens un peu plus large. Leslie et Élise, vous êtes les deux marques de ce panel. Comment vous avez vécu et appréhendé en fait ce phénomène de bascule très très fort? Alors, on était prêts, on va dire, puisque cette transformation digitale ou accélération digitale qui a été amenée par le Covid, on l'avait déjà anticipé 10 ans plus tôt avec L'Oréal. Et donc, on avait les outils et les gens nécessaires pour nous adapter à cette accélération de conversation, de live, d'e-commerce qui est arrivée pendant cette crise. En effet, elle a été plus importante et l'accélération derrière, on a gagné 5 ans, si on se dit vraiment les choses. Mais on était en mesure d'adresser, comme le disaient Florence et Arnaud à l'instant, les nouveaux usages qui sont apparus. Et effectivement, le temps passé sur les réseaux sociaux pendant cette période a été absolument incroyable, puisque en moyenne, c'était 5 heures par jour sur le digital sur les 15-24 et 3 heures sur les réseaux sociaux. Donc forcément, nous, côté L'Oréal, on a fait évoluer notre mix à ce moment-là pour justement être extrêmement présents, à la fois pour rassurer les gens, parce qu'ils se sont servis aussi des réseaux sociaux pour maintenir un contact avec les marques. Donc on a maintenu ce contact et en même temps, on a travaillé des contenus spécifiques pendant cette période où le temps disponible des gens à la maison était plus fort, le temps des jeunes aussi, l'envie de divertissement, d'information, de live, de contact était plus important qu'au préalable. Donc voilà, on s'est adressé. Et puis il y a eu le sujet du e-commerce où là, ça a été vraiment un tsunami. On a plus de 2 millions de personnes qui sont arrivées sur la beauté en ligne, ce qui était quand même vraiment important comme chiffre, et pas que les plus jeunes. En fait, cette crise, elle a aussi mis le doigt sur le fait que les barrières à l'entrée pour certaines cibles qui étaient déjà là, elles ont totalement disparu. Et voilà, donc on était prêts, on va dire, pour adresser ce changement massif. Leslie, chez Fendi, je crois que pendant la préparation, le maître mot aussi a été « on s'est adapté ». Tout à fait. Alors c'est vrai que évidemment le e-commerce a connu un essor absolument phénoménal. Donc sur le e-commerce, on était prêts. Et je dirais que c'est vrai que ces 18 derniers mois ont accéléré une tendance de fond. Et on a vu que les consommateurs, quels qu'ils soient, étaient prêts à aller acheter des produits de luxe, donc à forte valeur ajoutée sur le e-commerce. Là où on a été moins prêts, mais qu'on a dû s'adapter rapidement, c'est quand on se retrouve sur les 18 derniers mois avec en gros 6 mois de fermeture de boutique, qu'on s'est dit les équipes, on ne peut pas les laisser en retail 6 mois chez elles, pour plein de raisons. Ne serait-ce que des vendeurs chez eux, ils tournent en rond et ils deviennent fous. Donc on a pris la décision de garder nos équipes en boutique. Alors ça a été à partir du 2e confinement, et d'apprendre à travailler différemment. Et apprendre à travailler différemment, c'était un changement radical pour ces vendeurs qui étaient habitués à engager des clients physiquement, en one-to-one, en boutique, à les accueillir, de dire on va contacter nos clients de manière digitale, par les canaux qui semblent pertinents en fonction de la typologie de clients. Et ensuite, on a fait nous-mêmes notre version en one-to-one du live shopping, où on a organisé des rendez-vous vidéo à distance pour permettre aux clients de faire leur shopping de luxe ou sur le e-commerce ou avec le conseil d'un conseiller qui était physiquement là. Alors on a appris avec le temps qu'il fallait 2 conseillers pour faire un rendez-vous vidéo correct et qualitatif. Mais c'est vrai qu'on a complètement transformé notre façon d'engager les clients. Ça nous a permis de maintenir une partie du chiffre à côté de l'essor du e-commerce et aussi de découvrir que les clients finalement, ils apprennent et ils adoptent des nouvelles technologies beaucoup plus rapidement que nos équipes. Et donc c'est à nous de nous adapter, à nous d'apprendre, à nous de former. Donc ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, voilà, dans le panel, le champ des possibilités pour un client pour acheter chez nous, c'est bien sûr le e-commerce, ça va être les différents canaux,
c'est venir physiquement en boutique, mais c'est aussi être capable de faire un rendez-vous vidéo par téléphone différent avec un conseiller de vente. Donc, en fait, vous n'êtes pas revenu en arrière, ça veut dire Non. que des usages ont été acquis et n'ont jamais disparu. Alors, parlons du cœur du sujet sur l'influence. Donc, cette période de Covid a remis au centre finalement un média qui était un peu annexe en queue de stratégie, où on avait envie de donner un morceau de budget à un influenceur en particulier. Tout a été recentré. Florence, aujourd'hui, que peut-on dire du rôle de l'influence dans un mix média ? Alors, très intéressant, je pense, c'est de dire que finalement, ça fait partie du mix média. Ce qui n'était absolument pas avant. Effectivement la logique avant, c'est de se dire que quand vous voyez qu'il y a 63% des 18-34 qui font plus confiance à une marque, à un influenceur qu'à une marque. Non mais vas-y, Je vais commenter. Tu vas commenter ça, mais en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde où de toute façon, toutes les institutions un peu top-down et les marques en font partie. Les journalistes et la presse en fait partie. Les religions, les partis politiques, on l'a tous vécu. Donc finalement, tout ce qui est plutôt top-down manque de crédibilité pour un certain nombre d'entre nous et d'une cible qui est maintenant une cible majoritaire, qui sont les 18-34 et qui vont être en plus la cible des consommateurs d'après-demain. Ces gens-là, ils font plus confiance à un influenceur. Il y en a, si on prend la plateforme Instagram qui, par son ancienneté et son antériorité par rapport à mon ami de chez TikTok, Instagram a créé le monde de l'influence. Instagram a créé ce monde des créateurs. Moi, je veux dire, je suis très très fière puisque finalement, si on parle de diversité et inclusion, qui est un sujet hyper important pour toutes les entreprises qui sont représentées ici, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de faire en sorte que n'importe qui peut devenir créateur de contenu. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas les publicitaires qui savent mieux créer qu'un individu. Non, tous ceux qui ont cette passion, cette capacité d'avoir leur propre voix, de réunir et fédérer une communauté autour de ce qu'ils sont des super et des énormes porte-paroles pour vous les marques. Pour vous les marques, 63% de 18-34 préfèrent, ont plus confiance à ce que va dire un influenceur. 46% des plus jeunes, eux, vont être fidèles à une marque qui va faire partie et qui va travailler avec des influenceurs parce qu'elle rentre dans son propre écosystème, elle rentre dans des gens qui, dans une façon d'incarner finalement, d'être authentique. C'est pas la peine d'avoir des millions et des millions de followers pour qu'un influenceur soit intéressant pour une marque. Il faut qu'il rentre en résonance avec des valeurs, avec ce que la marque veut raconter. Et ben, elle sera plus crédible. Ça ne veut pas dire que la marque ne parle pas et n'existe pas. Nous, ce qu'on est en train de mesurer, ce ne sont pas encore des cas publics, mais restez connectés avec Meta parce que les cas vont être très rapidement publics. Ce qu'on essaye de mesurer, nous, chaque fois, c'est, OK, entre une communication d'une marque contre la même marque qui communique avec un mix de communication intégrante d'influenceurs, plus une communication d'une marque qui intègre de la réalité virtuelle augmentée avec un influenceur qui fait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? On fait des multicelles dans tous les sens pour essayer de définir, avec toutes ces nouvelles façons de faire du marketing et tous ces nouveaux mix, on essaye de comprendre quelles sont les interactions les plus pertinentes et pour faire aimer la marque et pour la faire vendre. Bah, c'est en fait l'équilibre entre les deux. C'est qu'une marque qui parle, qui a ses messages, il faut pas, la marque elle continue à parler, mais qui est relayée en plus par des influenceurs qui vont crédibiliser sur une cible spécifique, avec leur propre voix, leur propre personnalité, leur façon de faire descendre dans la vie, c'est plus efficace, beaucoup plus efficace. Donc oui, ça rentre, quand vous pensez votre mix média, mais je dirais presque même votre mix marketing, vraiment très en amont, parce qu'au-delà du média, c'est aussi rechercher qu'est-ce qui va être en affinité, authenticité avec ce que vous essayez de faire bouger. Pensez aux influenceurs. Et je vais venir sur le cas de Porsche, parce que moi, je trouvais ça... j'adore, moi, toutes les marques, comme Leslie, qui incarne une marque d'une robustesse et on a toujours... iconique, on a toujours un petit peu peur, j'imagine, de jouer avec des icônes quand on est à leur tête. Mais par exemple, Porsche, eux, ils ont pris Jonathan Cohen, alors moi qui me fait mourir de rire, je ne sais pas si vous avez regardé La Flamme, voilà, Porsche avec un influenceur pour vendre ses voitures. On n'y pensait pas. Non, j'ai jamais pensé, ça a cartonné. Pourquoi? Parce qu'il a donné une image de Porsche auprès de la cible plus jeune et d'une cible féminine, qui était finalement ce que Porsche cherchait à faire.
il a mis dans les mains de cette cible désirée un produit, une voiture qui n'était pas, vous ne pensez pas systématiquement en premier. Quand vous êtes jeune, vous ne pensez pas forcément à Porsche. Vous avez peut-être, je fais un biais cognitif classique, mais vous avez peut-être plus pensé à Tesla. Donc, vous voyez, c'est aussi une autre façon que de raconter votre histoire de marque. Donc, c'est très en amont, je pense, dans le mix marketing. Ouais. Alors, illustration concrète, j'ai Fendi, L'Oréal, L'Oréal, Élise. Quel est le poids concret aujourd'hui de l'influence dans le mix média, avec une réaction que j'anticipe sur les chiffres de Florence? Forcément. Donc je ne crois pas du tout que aujourd'hui les consommateurs croient plus les influenceurs que les marques. Sur certaines cibles, certainement, sur les plus jeunes, mais sur les plus de 45 ans, pas vraiment, puisque aujourd'hui, dans le média mix, on va travailler en fonction des usages, effectivement, ou des campagnes publicitaires télé, presse, affichage, etc. Parce que c'est là qu'on touche notre cible en fonction de ce qu'elle est, l'âge qu'elle a, le produit qu'on pousse et comment elle le consomme. Par contre, les codes ont changé sur les plus jeunes et c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui et les influenceurs sont des éléments du mix qui sont indispensables pour justement créer le lien avec les consommateurs et ces communautés. Et là, l'impact de l'influence, il est très fort. Il est très fort aussi parce qu'ils sont dans une capacité de parler le même langage, d'utiliser les mêmes outils, de se mettre dans un rôle chez eux authentique. Et en fait, je pense que les consommateurs cherchent beaucoup plus de l'authenticité et les jeunes se rapprochent plus du coup des influenceurs parce qu'ils se retrouvent, ils s'identifient à eux, donc ils ont un pouvoir de prescription qui est plus fort. Et ils tournent finalement le contenu, en tout cas ils le mettent en scène de manière différente pour rentrer vraiment dans du détail. D'ailleurs, si vous regardez un peu les campagnes publicitaires, notamment en télé, on est généralement sur du 15 à 30 secondes. Donc en 15 et 30 secondes, on n'a quand même pas beaucoup de temps pour montrer à la fois le sense of purpose de la marque, comment on l'utilise, comment il est conçu, rassurer aussi également sur sa fabrication et les ingrédients, alors que c'est vrai que les influenceurs vont rentrer plus dans le détail, ils vont rentrer dans l'usage, ils vont rentrer dans la description même. Donc ils opèrent un rôle aujourd'hui qui n'est pas plus crédible, mais qui est peut-être plus détaillé et plus rassurant pour une certaine cible. Et donc nous, on a effectivement beaucoup fait évoluer notre mix par rapport à pas que la crise, mais les usages. Quand on passe 5 heures par jour sur le digital, il est évident que lancer un produit maquillage en se disant que je fais que de la télé, on tombe à côté, c'est certain. Donc on intègre l'influence dans notre mix média depuis des années. Le digital aujourd'hui, c'est 40% de notre mix total, donc c'est considérable. Le poids de l'influence, il est très fort, bien entendu, en fonction de la catégorie de produit et de la cible et du message qu'on veut raconter. Mais surtout, ce qui est très important, c'est qu'on travaille l'influence sur le long terme. On ne fait pas des coups one-shot. Genre, je pousse ce produit à cette influenceuse-là parce qu'elle a 10 millions d'abonnés. Non, ça, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un lien avec l'influenceur, qu'elle comprenne justement le sens de chacune de nos marques. On a quand même 54 marques chez L'Oréal à la France, donc chacune a une spécificité. Donc il faut qu'on lui donne aussi les codes de bien raconter les choses. Et donc on crée ce lien sur la durée. C'est comme ça qu'on rentre dans une prescription aussi qui est authentique et fondée sur des choses qui sont profondes. Et on change l'approche avec laquelle on travaille avec eux aussi, c'est qu'on est plus dans une stratégie full funnel. C'est-à-dire qu'avant, c'était un impact, c'était un mix avec un objectif d'awareness. Maintenant, on va travailler toute la considération jusqu'à la conversion. Donc voilà, par rapport à ce que disait Florent, je pense que les influenceurs, aujourd'hui, ont un impact très fort sur l'image de nos marques auprès d'une certaine cible. Et effectivement, c'est un élément considérable du mix. En sachant que vous faites partie des groupes qui arrivaient à traquer les chiffres d'affaires par influenceurs via des opérations, c'est quelque chose que vous systématisez aujourd'hui de manière très professionnelle. Alors, le fait de manier de l'influence, en tout cas de travailler l'influence, nécessite un lâcher-prise dans la communication. Florence en a parlé, Élise en a parlé. Pour le monde du luxe, du coup, est-ce que ça pose pas un problème et est-ce que le monde du luxe va autant sur l'influence par rapport à ce lâcher-prise qui peut susciter une certaine frilosité?
Alors, c'est une très bonne question, hein. Dans le luxe, ce qu'on vend, c'est évidemment un produit exceptionnel, c'est la base, et ensuite c'est un ADN de marque, un equity, et cet ADN de marque est fondamental et crée la valeur du produit. Derrière, donc c'est vrai que je pense qu'on a été probablement plus frileux que d'autres secteurs d'activité pour aller vers l'influence. Maintenant, c'est un non-sujet, l'influence est évidemment un élément du mix qui est absolument fondamental. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre, je dirais, la proximité, l'influenceur. Ça crée du drive to store qui est très très rapide. Ça ne construit pas forcément l'image de marque. On voit aussi que, je dirais, en fonction de l'ADN de marque, le poids de l'influence va être plus ou moins important parce que l'ADN s'y prête. Le choix de l'influenceur est fondamental. Là encore, et je rejoins complètement Élise là-dessus, on est dans une logique de collaboration de long terme, on n'est pas sur du one-shot, parce que nous, on a besoin de contribuer à l'image de marque, d'être cohérent, d'aller chercher des cibles qu'on n'a pas forcément, et c'est un des leviers fondamentaux de l'influence, mais avec une cohérence avec l'image de marque. On voit aussi des disparités locales qui sont phénoménales. Moi, pour avoir travaillé à la direction marketing de Dior pendant des années, quand on choisissait un influenceur en Asie, on voyait une réaction immédiate sur le produit que cet influenceur avait pu porter et on se retrouvait très rapidement en rupture de stock. On va avoir des phénomènes similaires aux États-Unis. Sur la France en particulier, on a moins d'influenceurs locaux, en tout cas, qui ont cet impact. Donc c'est vrai que dans notre stratégie d'influence, on va chercher plus des micros qui ne sont pas forcément des micro-influenceurs, mais on va être obligé d'aller en chercher plus d'un pour être capable justement d'aller cibler cette nouvelle marque. Et derrière, alors on apprend tous les jours en fonction de l'évolution de la marque, en fonction de ce qu'on cherche à obtenir, on modifie le poids du mix média. Et là encore, je rejoins Élise, la construction de marque, ça se fait par le print, par l'affichage, par des médias traditionnels. Et on s'est rendu compte quand on allait, là encore, moi dans une vie passée, trop loin vers le digital et l'influence, on pouvait perdre en image de marque et on a besoin de trouver ce bon équilibre. Le digital, l'influence va chercher la proximité, va aller chercher de nouvelles cibles, va aller chercher le drive to store, quand de l'autre côté, on va aller chercher la construction de l'image. Moi, j'ai juste envie de parler d'une collaboration qu'on vient de faire qui est pile poil dans le sujet. On a lancé, il y a 3 semaines maintenant, le 9 novembre, une collaboration avec Skims. C'était Fendi Skims, donc Skims étant une marque de Kim Kardashian. Là, on s'est rendu compte du poids et de l'influence. En 30 secondes, on avait fait un site e-commerce dédié, fendiskims.com. En 30 secondes, on s'est retrouvé avec 1 million de ventes de chiffre d'affaires. C'est phénoménal. Ça a été évidemment bien supérieur à ça. On a vu en boutique, même si aujourd'hui je ne sais pas traquer directement en physique le poids de l'influence, une nouvelle clientèle le jour J du lancement qu'on n'avait jamais vu avant et qui venait avec des photos qui savaient presque mieux que nos vendeurs les produits qui étaient à disposition. Et c'est là qu'on voit que oui, c'est un levier aujourd'hui absolument incontournable à utiliser avec justesse en fonction des objectifs. Alors, on voit effectivement que le créateur est la clé du système, le 6e pouvoir. Alors, je m'adresse aux plateformes. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir ces créateurs et donc indirectement aussi les marques en fait qui collaborent avec peut-être commencer à laisser la parole à Arnaud sur le soutien aujourd'hui que vous apportez aux créateurs. Alors déjà, je dirais que la particularité sur TikTok, c'est que je pense qu'on est tous dans le même cas de figure, c'est qu'on ne connaît pas les créateurs TikTok. Donc la plupart des gens et des marques, lorsqu'ils commencent à utiliser la plateforme, c'est une vraie performance de découverte, puisque la quasi-totalité des utilisateurs sont arrivés il y a moins d'1 an, et la plupart d'entre eux sont venus dans un espoir de devenir créateurs. Et cet algorithme de TikTok qui ne prend pas en considération finalement votre premier, deuxième ou troisième réseau de connexion, c'est ce qu'on appelle un content graph. Donc en fait, il va uniquement regarder des phénomènes d'engagement via du temps passé, des likes ou du partage. Et du coup, on a des gens qui du jour au lendemain se sont retrouvés créateurs de contenu / influenceurs / patrons de PME. Donc le premier enjeu pour nous, c'est déjà de pouvoir les aider et ensuite de les faire découvrir auprès des marques et des gens avec lesquels on travaille sur le marché français.
Donc on a créé pour ça une place de marché qui s'appelle la TikTok Creator Marketplace. C'est 33 000 personnes en France qui se sont fait connaître auprès des marques parce que la micro-influence dont tu parles très bien, c'est également comme ça qu'on travaille avec les marques et les partenaires. On n'a pas ce qu'on appelle chez TikTok des Key Opinion Leaders comme on les connaît en Asie. On sait qu'ils sont extrêmement forts, on vient d'en parler. Ou aux États-Unis, on en a quelques-uns. Mais globalement, pour nous, l'influence en France, c'est principalement des plans d'action de micro-influence. Donc ça, c'est pour le rapport entre les marques et les créateurs, qui sont à peu près 33 000 à donner, ou en tout cas à vouloir travailler avec des marques sur le marché français. Ensuite, pour ce qui est de l'accompagnement, et je pense que Florence va en parler aussi, on a un fonds, évidemment, qui est dédié finalement à pouvoir embarquer ces créateurs dans la création de contenu. C'est 250 millions d'euros qui vont être déployés sur 3 ans en Europe pour essayer finalement de les aider. À partir du moment où ils ont une dizaine, c'est à peu près 10 000 personnes qui les suivent et qui postent régulièrement, on leur donne des petits posts sur l'application, on leur donne évidemment des dons pour les aider à la création de contenu. Il faut savoir que sur TikTok, c'est relativement long de créer du contenu. C'est un petit peu plus long que sur les autres plateformes. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Les outils, notamment la bibliothèque musicale, elle est très dense. Il faut commencer par trouver le bon son. Ensuite, il faut regarder ce qui traîne sur la plateforme. Il faut sûr d'être sur la bonne tendance, pas la tendance de la semaine dernière. Du coup, que vous soyez marque ou créateur, ça prend un temps fou. Et en moyenne, il faut à peu près 2h30 pour faire un TikTok pour une personne qui commence à bien connaître l'application. Donc voilà, ça c'est pour la partie TikTok. Je vais peut-être laisser... Je viens de comprendre le temps passé de ma fille sur TikTok. Je viens de comprendre. Sur les plateformes, Joke, bien évidemment, c'est très très efficace et le son effectivement est fondamental pour TikTok. Alors sur l'univers méta, en fait, comme je disais tout à l'heure, nous on s'adapte à ce qu'on y voit. On voit que nous sur les plateformes, particulièrement Instagram mais Facebook également, il y a tous les utilisateurs à 70%, ils vont suivre un influenceur, 90% une marque. Donc de toute façon, c'est un univers pour les marques et les créateurs. Donc ce qu'on a annoncé cette année, c'est 1 milliard de dotations pour aider les créateurs à vivre de leurs dons, de leur art, de leur personnalité, de leur capacité à créer des contenus. Donc on les soutient pour les aider, on les soutient également en visibilité sur nos plateformes et on a un certain nombre d'outils qui leur permettent justement de gagner leur vie, parce que ça c'est un des gros objectifs qu'on a, nous, c'est que ces gens gagnent leur vie sur nos plateformes. Donc on a des outils que l'on teste, alors pour le moment aux États-Unis, mais qui sont les boutiques, donc la capacité pour un créateur de vendre ses propres produits qu'il va créer et ou les produits de collaboration qu'il a avec des marques. On teste aussi à l'intérieur de Instagram IGTV, donc l'endroit d'Instagram où vous avez les formats longs par rapport au format court du feed ou des stories. Donc là, il y a des vidéos beaucoup plus longues. On leur permet de médiatiser, de gagner de l'argent grâce à la médiatisation d'annonceurs qui sont référents. On travaille avec eux. Alors ça existe. Et je vous invite, vous, toutes les marques, à l'utiliser. Je sais que t'es très sensible comme moi à ça, Élise. C'est le branded content, c'est-à-dire le fait d'afficher votre collaboration avec la marque. Que le créateur affiche qu'il est en partenariat avec telle ou telle entreprise. Alors contrairement à ce que j'entends de temps en temps, mais je dirais que c'est plutôt des populations comme moi qui ont été biberonnées au Mercator et aux 4P du mix marketing, donc c'est vieux. J'entends, oui, mais non, je ne veux pas dire que je travaille avec un tel et un tel. Si, les plus jeunes aujourd'hui, alors effectivement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas les 45 ans et plus, mais bon, ceux qui ont moins de 35 ans, ils attendent de la transparence. On a aussi des guidelines en France avec la RPP. Enfin, on a quand même 2 ou 3 outils qui nous demandent et qui nous permettent d'annoncer cette collaboration. Il ne faut pas en avoir peur. Tout le monde le sait que les marques travaillent de façon quelque part rémunérée, que ce soit en argent ou autre chose. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait que quand c'était les grandes égéries qui faisaient des publicités en télé de 1 minute sur TF1, elles étaient payées. Donc c'est la même chose, il ne faut pas en avoir peur, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est la transparence et il faut le faire parce que vous, en tant que marque, ça vous permet de médiatiser sur nos plateformes le contenu développé par l'influenceur, donc vous lui donnez d'autant plus de visibilité. Et ça vous permet également, en tant que marque, d'avoir accès aux insights, savoir exactement quel type de cible sont intéressés par l'influenceur, le créateur avec lequel vous travaillez. Donc beaucoup d'outils pour les aider à gagner leur vie. Moi, j'étais hyper contente parce qu'on a fait Impulse Star. Je sais pas, pour ceux qui nous suivent, c'est un événement qu'on a fait il y a 1 mois à la caserne qui rassemblait que des créateurs de moins de 25 ans. C'était génial, c'était une bouffée de fraîcheur.
Alors pour le coup, venant de tous horizons, c'était extraordinaire d'énergie et de créativité. Le premier truc qu'ils nous ont dit, c'était merci de reconnaître que c'est un métier. Ouais, c'est un métier. C'est un nouveau métier. Peut-être que ma fille va gagner sa vie grâce à la plateforme TikTok, mais c'est quelque chose que l'on prend effectivement très au sérieux et qu'on accompagne parce que pour nous, c'est une façon effectivement d'exister pour plein de gens. Alors, pour améliorer les pratiques de l'influence, en tout cas donner des conseils, est-ce qu'on peut parler de tonalité ? Donc, on l'a un peu abordé avec Fendi, on a une sorte de lâcher-prise, des nouvelles tonalités. Élise, voilà, quel paradigme vous appliquez en fait pour travailler ces sujets-là en termes de tonalité ? J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la collaboration avec les influenceurs sur le long terme, elle est importante. Le one-shot, effectivement, ça ne crée pas la recommandation, le lien avec la marque. Et surtout, si on va chercher un influenceur qui a beaucoup de followers, mais au final, la communauté n'achètera jamais le produit, ça n'a aucun sens. Donc, cette stratégie long terme, cette stratégie full funnel, cette stratégie, comme disait Leslie tout à l'heure, de lâcher prise. C'est-à-dire qu'on passe de l'influence à la création. Ces influenceurs, d'ailleurs, s'identifient comme créateurs aujourd'hui, et non plus influenceurs. C'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la présentation d'un produit ou d'un service à leur manière. Donc ça, c'est pas simple. Il faut accepter effectivement qu'ils utilisent leur code à eux pour faire connaître nos produits, alors que nous, on définit des règles et un ADN très fort généralement dans nos campagnes publicitaires. Donc il faut lâcher faut leur laisser la main. Et je pense que ça, c'est crucial sur les années à venir. Il faut aussi adapter le contenu en fonction de la plateforme. On ne raconte pas la même chose quand on est sur YouTube, quand on est sur Instagram, quand on est sur TikTok. C'est une mise en scène, c'est un discours, c'est un créateur qui est totalement différent. Il faut savoir aussi adapter son contenu avec l'influenceur en fonction du message et de la plateforme. Donc nous, on va travailler beaucoup plus sur YouTube, tout ce qui est masterclass. Sur Instagram, on va chercher beaucoup plus l'inspiration, et c'est vrai que sur TikTok, c'est beaucoup plus l'entertainment. Après, ce qui est assez surprenant, c'est qu'effectivement, des plateformes comme TikTok, on se pose la question pendant 6 mois, 1 an, de savoir on y va ou pas, et si on y va comment ? Parce qu'effectivement, dans sa salle de bain, dans sa cuisine, une manière de présenter le produit qui ne correspond à rien, enfin en tout cas qui ne correspond pas du tout à la campagne publicitaire qui est très print habituellement, très léchée de nos marques, c'est un challenge. Donc il faut qu'on arrive à dépasser ça aussi, il faut qu'on arrive à leur laisser la main à ces créateurs. Donc il y a ces créateurs récents qui arrivent notamment sur ces plateformes, et puis il y a de nouveaux influenceurs aussi, beaucoup plus experts, avec lesquels on travaille, les dermatologues, les coiffeurs, les facialistes, etc. Donc, sont des influenceurs aussi. D'ailleurs, on le voit bien dans la gastronomie. D'ailleurs, tous les grands chefs, qui se lancent aussi sur les réseaux sociaux pour apporter un contenu. Donc, il y a ces nouveaux prescripteurs qui apparaissent. Donc, on doit effectivement évaluer en fonction, là encore, du produit, la pertinence de travailler plutôt avec un expert, ou de travailler plutôt avec un créateur qui va intégrer ces nouveaux codes en fonction de la cible. Alors, je voudrais faire un focus rapide sur TikTok, parce que TikTok, il y a eu une explosion. Vous avez des codes très particuliers que les marques ne maîtrisent pas toujours. Est-ce qu'on peut parler de ce qu'il faut faire ou pas faire rapidement, parce qu'il nous manque du temps, mais parce que c'est important, parce que vous n'êtes pas comme les autres, et pour autant, tout le monde veut venir chez vous. Alors c'est vrai qu'on peut parler de lâcher prise, on peut parler, c'est difficile pour une marque aujourd'hui de créer une rupture en ces codes de communication traditionnels, ou d'un lancement, comme Élise vient de le préciser, en télé ou sur du offline. C'est difficile pour une marque de trouver sa place sur TikTok, et notamment du premier coup. Donc on essaye de créer en fait un espace de conversation avec les marques, où on essaye de faire venir des créateurs pour inspirer les marques et leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne pour eux, quel est le retour d'expérience,
C'est vrai que le parler authentique, parler vrai, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de phénomènes d'avant-après, des gens qui parlent en fait de déception produit ou au contraire de produits qu'ils ont particulièrement aimés. Et on appelle ça du coup ce communauté commerce, cet espace de conversation qui se fait entre la communauté au sujet d'une marque. Donc la marque, finalement, son rôle, c'est d'apporter un produit, d'arriver à parler les codes de la plateforme sans trop brusquer sur l'aspect, on va dire, traditionnel et notamment l'aspect corporate qui gêne. C'est quelque chose, c'est vrai, qui gêne ce qu'on appelle la Gen Z, la génération TikTok, ils n'aiment pas ça. Donc ils aiment bien qu'on vienne leur parler de choses vraies, si possible en effet avec des prescripteurs, c'est important, mais je dirais que le message le plus clé, c'est la partie authenticité, de dire les choses simplement sur des formats relativement courts. Alors il nous reste une dizaine de minutes, on ne pourra pas explorer tous les thèmes comme je le souhaitais, mais je voudrais qu'on fasse un focus sur les formats top qui fonctionnent en ce moment. On va commencer par le live. Élise, Florence, si vous avez quelques mots à me dire là-dessus, c'est un format dont tout le monde parle et dont tout le monde s'empare. Où en est-on? Alors peut-être d'abord rapidement Florence et puis Élise. Parce que Élise, toi tu fais partie de ceux, des premiers en France qui ont utilisé le live. Alors nous ce qu'on voit c'est que si on regarde beaucoup l'Asie, et Arnaud, toi tu es en plein dedans, mais sur l'Asie effectivement, l'année dernière pour le Single Days, 25% des ventes ont été faites par des lives et des influenceurs ou pas d'ailleurs qui proposaient leurs produits. On n'a pas les chiffres là cette année parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas beaucoup de chiffres de retour de l'Asie sur ce qui s'est passé sur les Single Days, mais en tout cas, on sait que c'est une tendance de fond. Nous, sur nos plateformes, on le voit bien. Une fois de plus, on a vu cette émergence du live, qui était un produit qui existait, mais pas tellement utilisé et qui est utilisé depuis le Covid. Là, il y en a eu plus d'une centaine chez nous au moment de tout le Black Friday, autour du Black Friday. On a des produits, en fait, chez Meta qu'on est en train de développer. Ils sont toujours en test aux US, au Vietnam pour l'Asie. Hyper intéressant, c'est que quand vous ferez un live, en fait, vous aurez, pendant que la personne, que vous, en tant qu'expert, racontez votre produit, vous aurez la capacité à les visualiser juste en dessous du live et pouvoir directement les acheter. Donc on est vraiment dans cette logique dont on parle tout le temps et de plus en plus nécessaire, du commerce sans couture, sans rupture. Et ça va faire partie, et ça fait partie finalement d'une des fonctionnalités de la fluidité d'accès aux produits et aux marques. Mais toi, tu en fais pas mal du live, hein? Non, on en fait un petit peu comme tout le monde. Je pense qu'on se teste sur ces nouveaux formats. On l'a beaucoup fait pendant le Covid parce qu'effectivement, tout le monde était connecté en live. Voilà, tu ouvrais Instagram, il n'y avait que du live partout. Donc, on a fait comme Leslie, fait beaucoup de masterclass. Bon, pour être totalement transparent, on n'a pas encore découvert le Pierre Bellemare du réseau social, qui a une capacité justement de faire du téléshopping, parce que le live, ça reste quand même vraiment du téléshopping. Moderne. Téléshopping moderne, oui. Un téléshopping moderne, exactement. On n'a pas du tout les mêmes niveaux qu'en Asie. C'est 10% du business là-bas, 5% aux États-Unis. On n'a pas ce niveau de maturité encore en France. On se teste. C'est des coûts à chaque fois, d'intégration, de plateformes, d'influenceurs. Donc ça nécessite là aussi d'évaluer la rentabilité de ce genre d'événements qu'on organise. Je pense qu'on n'a pas les bons codes non plus parce que faire un live, c'est créer un programme régulier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est se dire, c'est tous les lundis à 19h, et tous les lundis à 19h, c'est une rencontre avec la marque, avec l'influenceur. Donc voilà, il faut lancer ce genre de rendez-vous pour installer un nouveau programme. Et puis, on n'a pas encore toutes les fonctionnalités de panier d'achat embarqué. Parce que le live shopping, c'est quoi? C'est j'ouvre mon réseau social, je vois l'influenceur que je suis, connecté, clac, j'y vais, tiens, j'adore ce que, paf, j'achète, je le reçois demain. Aujourd'hui, la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, il faut qu'effectivement, dans toute cette stratégie, à la fois d'aller chercher l'influenceur extrêmement puissant, avec un reach fort, qui soit dans un discours, c'est vrai, un peu de vente, qu'on puisse acheter directement. Voilà, c'est toute cette stratégie-là sur laquelle on se teste tous, on fait des expériences. Alors, parfois, ça marche un peu moins, mais voilà. Alors, il nous reste quelques minutes. Je voudrais justement, le live, c'est un format de nouveau commerce. D'autres formats e-commerce rattachés à l'influence, Florence et ensuite Arnaud, parce que les plateformes travaillent beaucoup sur la liaison justement de l'influence au commerce. Est-ce que vous avez d'autres... je sais que Florence, vous défendez une approche qui est celle du discovery commerce avec quelque chose de découverte produit beaucoup plus poussé qu'avant. Et Arnaud, oui. Vous avez construit quelques formats.
Alors oui, nous on parle sur une plateforme de Discovery Commerce, mais dont l'influence fait partie, mais c'est pas uniquement lié à Pas que l'influence. l'influence, tout à fait. Non, c'est le fait de se dire, en fait, jusqu'à récemment, jusqu'à ce que l'e-commerce prenne le pas, on parlait en général d'une stratégie e-commerce, c'était répondre à la demande qui a été visiblement donnée par quelqu'un sur le digital, donc search, retargeting pour une visite de site, etc. Et en fait, dans cette logique de transfert et de changement des usages et du poids donné au digital qui est de plus en plus fort, nous, ce que l'on travaille avec tous nos partenaires annonceurs, c'est cette logique de full funnel, donc et ce que l'intelligence artificielle fait très bien sur nos plateformes en particulier, c'est finalement, elle travaille exactement comme vous l'avez tous connu sur les recommandations d'Amazon il y a 20 ans, sur les recommandations de Netflix quand vous êtes abonné. Notre AI, elle fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous consommez en termes de contenu sur nos plateformes, des pages, des gens que vous aimez, des objets que vous avez achetés, parce qu'en général, notamment sur Instagram, quand vous voyez un objet, vous êtes 84% à l'acheter quelque part après. Donc il y a vraiment une efficacité très forte des plateformes sur l'achat. Donc en fonction de ce que vous faites, on va vous proposer des produits qui vous correspondent. C'est pour ça que moi je dis maintenant, c'est pas tellement vous marque, aller répondre à une demande, c'est plutôt vous êtes capable aujourd'hui de la solliciter, cette demande, via les plateformes et d'y répondre après avec les produits affinitaires, tous les formats qui peuvent vous permettre cette expérience en couture. On a parlé de réalité virtuelle, réalité augmentée, ça fait partie du sans couture. Il y a énormément effectivement de nouvelles fonctionnalités. On a parlé, là, Guillaume montrait tout à l'heure, pour ceux qui étaient à la conf, le shoppable immédiat, c'est-à-dire que vous prenez votre caméra dans Instagram, vous prendrez en photo où que vous soyez un produit parce que vous avez envie de vous renseigner où l'acheter, vous allez avoir non seulement où l'acheter, mais les produits similaires si ce produit n'existe plus. Enfin, il y a énormément, c'est pas encore lancé, c'est en cours. Il y a énormément, effectivement, de travail sur fluidifier l'achat dans le monde virtuel et dans son interaction avec le monde réel. Leslie, tu le disais, le monde réel a énormément... restera toujours un monde prépondérant. Tout le monde digital est là pour fluidifier également l'accès à l'achat dans le monde réel. Arnaud aussi, je sais que vous avez une grosse actu sur tout ce qui est en rapport au commerce, e-commerce, social commerce. Oui, alors du coup, avec nous, on a l'impression que tout est une actu, parce qu'on lance tout tellement rapidement en très peu de temps. Donc, on va dire qu'il y a une actu, en effet. Donc, on a lancé 5 formats e-commerce cette année. L'idée étant de répondre à des besoins pour des petites, moyennes et grandes entreprises. Pour les TPE-PME, on a lancé la possibilité d'acheter via Shopify, en fait, et de déployer votre portefeuille e-commerce sur TikTok directement depuis un add-on qui est disponible dans Shopify. Et enfin, l'année prochaine, on lance le TikTok Shopping. Alors, pour vous faire une explication relativement courte, donc TikTok Shopping, c'est la possibilité donc, de briefer un créateur sur un des besoins shopping. C'est une expérience qu'on appelle full service. En gros, c'est une expérience embarquée de shopping intégrée. Et l'idée étant qu'on va pousser sur l'application, grâce à l'aide des créateurs et grâce à l'aide de l'algorithme, des produits, mais sans passer par les formats publicitaires. L'idée étant que nous allons nous rémunérer finalement sur un partage de revenus avec la marque. On va se mettre d'accord dès le départ. On va dire voilà, on va s'engager sur des volumes. Et en fait, grâce à l'algorithme, la puissance des créateurs TikTok, on va pouvoir pousser directement sur l'application des produits, un produit TikTok Shopping. Alors c'est également en test de notre côté, un petit peu dans la même veine que ce qui se passe chez Meta. Pour nous, c'est également un test qui se passe cette fois aux Philippines et l'autre qui se passe au Brésil. Donc on est en train de tester ces formats. Il y a également eu quelques lancements en Angleterre. On est en train évidemment de fine-tuner le produit et de faire que ce soit une expérience positive pour tous. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que forcément les lives, ça ne fonctionne pas à chaque fois. On est un petit peu dans la même démarche qu'Élise, c'est qu'on a du mal encore à bien appréhender ce qui va faire qu'un produit va fonctionner mieux qu'un autre. Au-delà évidemment du prix qui reste malgré tout ce pourquoi les gens achètent en ligne, la capacité d'acheter rapidement, évidemment le shopping seamless, et puis la possibilité de pouvoir retourner les produits également rapidement. Alors j'aurais voulu parler de la VR, réalité virtuelle, réalité augmentée, mais par manque de temps on ne pourra pas et c'est ce que j'ai lâché puisque ça a été développé dans la précédente présentation, mais des outils avec beaucoup de choses chez Meta pour fluidifier le parcours d'achat et recréer l'expérience de manière égale sur tous les canaux. Je laisserai du coup le mot de la fin à Élise, ça veut dire avec Leslie, ça veut dire avec tout ce qu'on vient de se dire. Vous m'avez dit pendant la préparation, on a complètement basculé. C'est vrai que Florence nous parle d'une nouvelle forme de commerce, une nouvelle forme d'acheter, une nouvelle forme de consommer, une nouvelle forme de vivre. Vous me disiez, ça veut dire qu'on va devoir réinventer
tous nos modèles. C'est pas juste tous nos modèles de communication, c'est tous nos modèles de fonctionnement. Est-ce que vous pouvez clore là-dessus? Avec plaisir, même si je sens une pression énorme d'avoir le mot de la fin. Alors moi j'ai envie de dire deux choses en réagissant, c'est que je pense que dans le luxe, enfin en tout cas dans mon monde du luxe, la technologie n'est pas un but mais c'est une opportunité phénoménale. Pour moi tous ces outils sont une opportunité absolument phénoménale d'améliorer l'expérience client qui est absolument clé, de la personnaliser et de l'harmoniser entre les différents canaux. Donc je dirais quand on parle de réalité virtuelle, de live shopping et tout ce qui est possible de faire avec le métaverse, je pense que le champ des possibles est exceptionnel. Derrière, en effet, il y a un challenge, c'est quand on parle d'expérience d'omnicanalité, qui est une évidence, c'est comment on le met en scène avec des boutiques physiques, comment est-ce qu'on s'assure de... Déjà, comment on repense le point de vente? Parce que l'idée pour un consommateur, en fait, c'est tous les canaux sont équivalents. Mais il va aller chercher différentes raisons d'aller dans un ou dans l'autre et différentes expériences. Et donc, et on s'est rendu compte avec l'essor du e-commerce pour le luxe, notamment avec la pandémie et qui reste aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clients qui reviennent en boutique. Et nous, la surprise, ça a été que malgré les différents confinements en and-off, la pandémie qui n'avait pas disparu et qui a l'air de revenir, on se retrouve avec un trafic fort. Donc ça a été la grande surprise. Par contre, moi, ce que j'explique à mes équipes en boutique, c'est pourquoi aujourd'hui un client vient physiquement chez nous. Le produit, il peut le trouver facilement en restant sur son canapé. Ça va être facile, il n'a pas à se déplacer et il a souvent plus de choix parce qu'en stock boutique, on a forcément un stock limité. Et donc, ça veut dire repenser le rôle du retail, le rôle du physique avec un vrai conseil, une vraie expérience, un engagement. Ça veut dire complètement repenser le rôle des vendeurs. Donc, il y a cet élément-là, on le dit beaucoup, mais le faire, et le faire de manière qualitative et cohérente sur toutes les boutiques, c'est un challenge. L'autre chose, c'est aussi de former nos vendeurs à l'omnicanalité, à savoir utiliser ces outils, à comprendre ce nouveau consommateur et à savoir comment répondre à ce nouveau consommateur. Et là encore, une vraie omnicanalité qui soit qualitative et qualitative dans le luxe, c'est fondamental. Ça veut dire complètement repenser nos façons de travailler. Merci beaucoup, ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Merci Vanessa. Merci.